Bonjour tout le monde. Bonjour professeur. Cher docteur, bonjour. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présence, d'avoir répondu présent à notre webinaire organisé par les laboratoires Infamedis et qui tourne autour de la dyslipidémie pour les diabétiques. Notre webinaire aujourd'hui est organisé par notre cher professeur Kitouni Yassine, chef de service de médecine interne au CHU de Constantine, et qui parle bien sûr de la dyslipidémie pour les diabétiques. Je tiens tout d'abord à remercier notre cher professeur. Je tiens à remercier aussi l'ensemble des participants d'avoir répondu présent. Concernant notre webinaire d'aujourd'hui, il va se dérouler en deux parties. La première partie, ça va être la présentation animée par professeur Kitouni. Et en deuxième lieu, nous allons passer à la partie questions-réponses. Vous pouvez utiliser la partie chat. Comme ça, vous notez toutes les questions que nous allons y répondre après par la suite par le biais de notre cher professeur. Sans plus tarder, je cède la parole à notre cher professeur Kitouni. Merci beaucoup. Vous partagez la présentation? Je la partage. Il n'y a pas de souci, c'est bon, c'est fait. Ok. Alors, tout d'abord, je dois vous remercier tous d'avoir accepté l'invitation. C'est un honneur et un plaisir de vous rencontrer, même si c'est via les réseaux. Alors, notre souhait, votre souhait, mon souhait, c'est de se rencontrer et discuter de vive voix. J'espère que ça sera rapidement fait en 2021. Je dois remercier les laboratoires Infamedis avec qui on essaye de travailler depuis longtemps. Un vrai partenaire et qui est toujours présent et qui participe beaucoup avec nous dans le cadre de la formation médicale continue. Alors, Merci on beaucoup. m'avait demandé de vous parler aujourd'hui de la dyslipidémie du diabétique. J'ai essayé de vous concocter quelques plaques des recommandations récentes de l'ADA 2021 par rapport à la prise en charge du sujet diabétique. On va voir, peut-être qu'on aura l'occasion, notamment avec Infamedis, de développer beaucoup d'aspects dans cette perspective, donc les recommandations de l'ADA 2021. Vous parlez peut-être un peu plus des détails, d'autres détails dans la prise en charge du patient diabétique, pas uniquement la dyslipidémie. Alors, tout d'abord, je dois vous rappeler que on sort d'une période particulière pour nous tous. Probablement comme nous, vous avez été appelés à prendre en charge les patients Covid et probablement comme nous, le suivi des patients non Covid, entre parenthèses, notamment donc les patients avec des pathologies chroniques, a été compromis. C'est une chose qu'on regrette beaucoup. La reprise de toutes les activités est effective. Probablement, vous aussi, vous avez repris vos activités. Et dans la reprise des activités, la reprise des consultations, notamment donc les consultations de diabétologie. Donc, la reprise du suivi de ces patients est nécessaire. Heureusement qu'il y avait beaucoup de médecins généralistes qui ont pris le relais durant l'année 2019, où beaucoup de services comme le nôtre ont été réquisitionnés pour la prise en charge des patients Covid. La dyslipidémie est reconnue comme un facteur de risque cardiovasculaire depuis longtemps, d'une manière générale, et pour les patients diabétiques aussi, hein, de manière spécifique. Et une actualisation des recommandations de l'ADA a été faite il y a 2 mois par rapport à la prise en charge du patient diabétique et par rapport à la prise en charge de la dyslipidémie du patient diabétique.
Mais avant de vous parler de ce qui est nouveau dans les recommandations de l'ADA 2021, je voudrais vous rappeler certaines choses, certains chiffres. C'est les dernières données en matière de maladies chroniques en Algérie. Vous le savez sûrement, l'enquête Stepways, avec les résultats qui ont été présentés le 14 novembre 2018. C'est les résultats, j'allais dire officiels, depuis quelques temps. Et probablement, vous le savez, l'hypertension artérielle, qui est un facteur de risque cardiovasculaire important. On aura l'occasion de discuter de cette hypertension artérielle avec Infamidis peut-être prochainement. Ce qui est important, tout d'abord, c'est le fait que dans cette enquête Stepways, plus de la moitié des hypertendus de la population adulte n'a jamais bénéficié d'une mesure de l'hypertension, de la tension artérielle. Ce qui explique peut-être des défaillances dans la formation initiale, dans la formation continue. Peut-être il faudra revoir beaucoup de choses en matière de dépistage. Comme vous le savez, une des missions principales du médecin généraliste et du médecin spécialiste, c'est la prévention et surtout le dépistage des maladies chroniques. Pour ce qui est du diabète, la même chose, plus de la moitié, comme vous le voyez à votre gauche, en rouge, plus de la moitié des Algériens adultes, c'est un échantillon représentatif, n'ont jamais bénéficié d'une mesure de leur glycémie, alors que c'est un facteur de risque aussi assez important. Alors, pour ce qui est de l'hypercholestérolémie, c'est plus important, c'est plus flagrant, puisque plus de 70%, comme vous le voyez en rouge, 70%, 71 pour être exact, 71,2% des Algériens adultes n'ont jamais bénéficié d'un dosage ou d'un bilan d'exploration lipidique. Un autre facteur de risque qui a été révélé aussi, et on le savait déjà, qui a été révélé par cette enquête Stepways, c'est l'importance du surpoids et de l'obésité dans la population algérienne. Et les chiffres sont alarmants, puisque vous allez voir, plus de la moitié, 55,6% des Algériens adultes, 18-79 ans, sont soit en surpoids, soit en obésité, ce qui constitue un facteur de risque très important. Alors, on revient aux chiffres de prévalence, peut-être vous les connaissez. Alors, le chiffre officiel de la prévalence de l'hypertension artérielle dans la population algérienne, 18-69 ans, il est de 23,6%, c'est-à-dire que pratiquement un Algérien sur 4 est hypertendu, c'est important. Et vous allez voir tout à l'heure quelque chose d'assez important aussi, qui est la prise en charge de cette hypertension artérielle. On le verra peut-être dans une autre séance prévue par Infamidis. Très bien. Alors, l'ensemble des facteurs pour l'ensemble des répondants à cette enquête, ce qui est important et ce qui est retrouvé aussi dans d'autres pays, c'est que, comme vous le voyez, uniquement 11% des hypertendus sont traités et équilibrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majorité des patients, 90%, sont soit non diagnostiqués, soit diagnostiqués, mais ils sont sous-traités, traités mais non équilibrés, ce qui constitue toujours un facteur de risque. Pour ce qui est du diabète, vous connaissez probablement le chiffre, il est de 14,4% depuis le 14 novembre 2018. La prévalence du diabète en Algérie, dans la population 18-69 ans. Et vous remarquez que pratiquement l'hypertension artérielle a une prévalence double par rapport au diabète, et on s'intéresse beaucoup au diabète. On revient à l'hypercholestérolémie, par exemple. Dans cette enquête Stepways, vous voyez que c'est une prévalence dans la population générale, hein. Il y a des diabétiques, il y a des non-diabétiques. Elle est de 24%. Elle est de 24%. Et vous remarquez facilement que c'est
c'est le facteur de risque, la perturbation métabolique la plus fréquente, puisque le diabète, c'est 14,4%, si on parle d'hypertension artérielle, c'est 23,4%, et l'hypercholestérolémie, c'est 24% de la population algérienne. Il y a eu une actualisation des recommandations de la prise en charge de la dyslipidémie chez les patients diabétiques dans l'ADA, donc les recommandations de l'Association américaine du diabète de 2021. Il y a eu quelques petites nouveautés. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de changement, beaucoup de changements. Il y a eu surtout en matière d'éducation thérapeutique, en matière de nouvelles technologies, donc des choses qu'on verra probablement dans d'autres séances. Mais en matière de dyslipidémie, c'est surtout le degré, le niveau de la preuve, level of evidence. Donc, ce qui a changé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu de nouvelles études, de nouvelles données qui ont permis de grader les différentes recommandations. Et je vous propose donc de lire, au futur, de lire les recommandations à la lumière de cette nouvelle approche qui est le niveau de l'évidence, le niveau de la preuve. Et le niveau des preuves, il peut être de niveau A, donc level of evidence, il peut être de niveau A lorsque vous avez, donc à la base de cette recommandation, il y a des études randomisées, contrôlées, bien conduites, des méta-analyses d'études, etc., bien conduites, contrôlées, randomisées, faites par plusieurs institutions, des études multicentriques, etc., pour vous dire que la preuve est très élevée, donc elle est de grade A. Mais il y a aussi donc des preuves, il n'y a pas en matière de dyslipidémie uniquement, mais dans toutes les recommandations, des preuves de niveau B, comme vous le voyez. Ça veut dire qu'il y a eu des études qui ont été bien conduites aussi, mais à un degré moindre, ou bien des registres, comme vous le voyez, des études, des méta-analyses de cohortes d'études, donc un ensemble de patients qui ont été suivis dans le temps, et ça reste donc des preuves de grade B. Sinon, des preuves de grade C, c'est-à-dire qu'il y a eu des études, c'est vrai, mais moins contrôlées, comme vous le voyez, pour les contrôleurs, c'est-à-dire contrôlées de manière moindre par rapport aux autres études ou carrément des études non contrôlées, comme vous le voyez. Ça peut être des biais qui ont été retrouvés dans ces études. Ça peut être des études observationnelles, des séries de cas, comme vous le voyez en bas. Donc, des séries de cas qui ont été publiés, ou bien un case report, c'est-à-dire un cas clinique qui a été publié. Ça donne des recommandations, mais de grade inférieur, c'est le grade C. Et enfin, le grade E, c'est l'accord d'experts, c'est un consensus d'experts. Il n'y a pas d'études qui ont été faites derrière. C'est l'expérience de ces experts, c'est le fruit de leur travail, etc., de leur expérience, de leur expertise qui est à l'origine de cette recommandation. Alors, on revient au management, à la prise en charge de la dyslipidémie dans ces recommandations de l'ADA 2021. Tout d'abord, c'est des choses, vous allez voir qu'il n'y a pas eu donc de changement notable dans la prise en charge de la dyslipidémie chez les patients diabétiques en 2021. Il y a eu surtout des choses qui ont été développées. Je vous recommande de lire ces recommandations. Donc, ces recommandations sont en anglais. Le texte est très lourd, très lent, etc. Mais il y a beaucoup d'enseignements dedans. Par exemple, des choses par rapport aux modifications du style de vie ont été beaucoup développées dans ces recommandations, notamment la perte de poids, accentuer donc l'action sur la perte de poids si elle est indiquée, donc un sujet en surpoids ou un sujet obèse, bien sûr, c'est clair, c'est évident, et appliquer surtout le régime méditerranéen. Depuis quelques années, on en parle, le régime méditerranéen, notre régime d'antan,
le régime de nos grands-parents probablement, a été recommandé dans ce texte de l'ADA 2021. Le régime méditerranéen, donc c'est manger des légumes, des fruits, probablement beaucoup de poissons, moins de viande. Il y a eu beaucoup de détails par rapport à ce régime méditerranéen. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter, mais il y a aussi l'autre régime qui ne vient le régime DASH. C'est une approche pour lutter contre l'hypertension artérielle. C'est un régime qui est proche du régime méditerranéen. Il vient du Canada. Diminuer la consommation de sel, etc. Manger des légumes, des fruits. Donc, il y a eu beaucoup de détails par rapport à cet aspect de l'intervention sur le mode de vie pour traiter, pour manager la dyslipidémie d'une manière générale et la dyslipidémie chez le patient diabétique. Alors, un élément aussi a été discuté dans ces recommandations, c'est le profil lipidique au moment du diagnostic du diabète de type 2, quel que soit l'âge du patient, au moment du diagnostic du diabète de type 2, un consensus d'experts, quel que soit l'âge, au moment du diagnostic du diabète de type 2, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 60 ans ou à 70 ans, vous devez, il est raisonnable, comme vous le voyez ici, il est raisonnable d'avoir un profil lipidique chez votre patient dans ce qu'on appelle l'évaluation initiale du patient diabétique. Alors, la question qui se pose fréquemment, à quel rythme on va répéter cette exploration lipidique si elle est normale, bien sûr. Donc, un bilan normal, un bilan lipidique normal chez un patient diabétique, jeune, inférieur à 40 ans, on le répète chaque 5 années, on réévalue parce que c'est un sujet jeune et parce que le bilan est lipidique. Après 40 ans, bien sûr, c'est un bilan annuel. Il fait partie du bilan annuel. C'est ce que vous faites tout le temps. Vous demandez un bilan lipidique, un profil lipidique annuellement chez vos patients diabétiques en dehors de toute perturbation connue, bien sûr. Alors, le bilan lipidique, il est répété tous les 5 ans avant l'âge de 40 ans lorsqu'il est normal, mais avec une remarque, plus fréquente si indication, c'est-à-dire un sujet qui, avant l'âge de 40 ans, il est jeune, un bilan, on a déjà pratiqué un bilan, mais après 2 ans, après 3 ans, il y a eu des perturbations, des signes d'artériopathie, des signes de coronariopathie, il a pris du poids, vous devez répéter donc plus fréquemment et c'est laissé à votre appréciation. Après l'âge de 40 ans, je l'ai dit, c'est un bilan lipidique annuel que vous devez pratiquer chez votre patient. Ça fait partie du bilan de suivi. Annuel, oui, mais s'il y a des pathologies, le bilan, il peut être fait la même chose à 6 mois, à 3 mois, ne pas attendre l'année, même si le bilan initial était normal. Donc, à la question, si on vous pose la question, à quel rythme doit-on répéter le bilan lipidique chez un patient diabétique? Alors, le rythme, il est en fonction de l'âge. Le bilan, il est normal. On le répète tous les 5 ans. Il n'y a pas de raison de le répéter tous les ans. Après l'âge de 40 ans, le bilan est normal. On explore, on évalue régulièrement, c'est-à-dire de manière annuelle. Ce bilan qui est fait tous les 5 ans avant l'âge de 40 ans, tous les ans après l'âge de 40 ans, cette période peut être raccourcie en fonction de l'appréciation du médecin qui se fait, bien sûr, après évaluation du patient. On parle de bilan lipidique normal. Très bien. Alors, avant de prescrire un traitement, vous avez décidé, le bilan il est pathologique, vous avez une évaluation, etc., du patient, une évaluation clinique, une évaluation biologique, et vous avez décidé de prescrire un traitement. Alors, la question qui se pose en matière de rythmicité, durant quelle période plutôt doit-on évaluer ce bilan? Bien sûr, avant de prescrire un traitement,
ça s'est fait, donc le bilan initial. Et surtout, à chaque fois que vous introduisez un médicament, à chaque fois que vous augmentez la dose d'un médicament, parce que vous devez titrer aussi, vous devez changer la dose, vous devez titrer la dose des statines, par exemple, au même titre que vous titrez l'insuline, au même titre que vous titrez les traitements anti-hypertension artérielle, vous titrez aussi les traitements les traitements de la dyslipidémie, bien sûr. Alors, c'est 4 à 12 semaines après chaque introduction, après chaque modification de la thérapeutique. 4 à 12 semaines, ça fait 1 mois à 3 mois. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce que vous faites régulièrement dans vos consultations, puisque c'est des patients que vous voyez trimestriellement. Donc, vous mettez un traitement, vous changez un traitement. La prochaine consultation, le patient doit ramener avec lui un bilan lipidique. Donc, on va dire, pour simplifier, 3 mois après l'administration d'une statine, 3 mois après l'administration de n'importe quel médicament hypolipémiant, 3 mois après la modification de dose de tous les traitements antilipémiants, vous devez avoir une idée sur le profil. Ça peut vous aider aussi, comme vous le voyez, à monitorer surtout la réponse au traitement et l'observance des traitements. La réponse au traitement, ça veut dire est-ce que vous êtes efficace ou pas par rapport à cet aspect particulier qui est la dyslipidémie, parce que, comme vous le savez, à chaque fois que vous prescrivez des médicaments, c'est dans un but bien précis. Vous avez des objectifs bien précis à atteindre. Alors, maintenant, en matière de prescription de médicaments chez les patients dyslipidémiques diabétiques, en prévention primaire, donc un grand chapitre a été réservé à la prévention primaire. Un peu de détails, donc je vais vous donner un peu de détails, pardon. Alors, pour les patients entre 40 et 75 ans, en prévention primaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont jamais eu de problème cardiovasculaire. Un sujet qui n'a jamais eu de coronaropathie, un sujet qui n'a jamais eu d'artériopathie oblitérante, un sujet qui n'a pas eu d'atteinte des artères à destinée cérébrale, accident ischémique transitoire, accident vasculaire cérébral constitué. En prévention primaire, vous prévenez le premier épisode d'événements cardiovasculaires. Alors, en prévention primaire, un sujet entre 40 et 75 ans, sans facteur de risque cardiovasculaire, on utilise, et sur recommandation, comme vous le voyez, de grade A, on utilise une statine d'intensité modérée. On va voir tout à l'heure, à la fin de ces recommandations, qu'est-ce que ça veut dire une statine d'intensité modérée, qu'est-ce que ça veut dire une statine d'intensité élevée et quelles sont nos attentes par rapport à ces statines en fonction de leur intensité. Donc, vous voyez qu'en plus de les modifications du style de vie qui sont obligatoires, on nous rappelle toujours qu'on doit commencer par les interventions sur le mode de vie, lifestyle thérapie, et en addition, c'est-à-dire en plus des modifications du style de vie, de notre intervention, on va prescrire des médicaments, mais jamais sans modification des styles de vie. C'est important. On en avait discuté les années précédentes parce que c'est un sujet à débat très important. Alors, sujet entre 40 et 75 ans, il n'a jamais eu de problème cardiovasculaire, il n'a pas de pathologie cardiovasculaire, on prescrit une statine en plus des modifications du style de vie en prévention primaire. Chez le sujet plus jeune, il y a eu des discussions et c'est une recommandation de grade C, plus jeune, un diabétique de type 2 entre 20 et 40 ans, 20-39 ans,
mais en prévention primaire, hein, il n'a jamais eu de problème cardiovasculaire, mais il a des facteurs de risque cardiovasculaire. Les facteurs de risque cardiovasculaire que vous connaissez, que vous recherchez tout au long de vos consultations, l'hypertension artérielle, le tabagisme, le surpoids et l'obésité, la sédentarité et bien sûr, vous n'oubliez jamais les antécédents familiaux, un sujet diabétique jeune, entre 20 et 40 ans par exemple, mais qui a eu un AVC chez un parent du premier degré, son père, son frère, à un âge jeune, de sexe masculin, de sexe féminin, etc. Vous connaissez les détails. C'est un facteur de risque qu'il faudra prendre en considération. Il est raisonnable, s'il a des facteurs de risque, s'il a plusieurs facteurs de risque, d'ajouter d'initier une statine en plus, bien sûr, en addition, en plus, pas avant, les modifications du style de vie, lutter contre la sédentarité, lutter contre le tabagisme, lutter contre le surpoids et l'obésité, traiter efficacement une hypertension artérielle. Toujours en prévention primaire, donc en prévention primaire, chez les diabétiques qui sont à très haut risque cardiovasculaire, et spécialement parce que ils ont plusieurs facteurs de risque, 3, 4 facteurs de risque. Vous recevez pour la première fois un diabétique chez qui vous faites le diagnostic. Il est âgé on va dire de 55 ans, mais il est fumeur, il est en surpoids, il est sédentaire et vous diagnostiquez une hypertension artérielle. Dans cette situation, plusieurs facteurs de risque, un sujet entre 50 et 70 ans, il faut prescrire, il est raisonnable de prescrire une statine d'intensité un peu plus importante. On va voir tout à l'heure les statines d'intensité élevée, high intensity statin therapy. Qu'est-ce que ça veut dire et avec quel objectif? Donc, si vous permettez, un sujet jeune en prévention primaire avec des facteurs de risque, c'est à vous d'évaluer, c'est à vous de voir, c'est laissé à votre appréciation. Il est raisonnable d'initier une statine en addition aux modifications du style de vie. Chez les patients un peu plus âgés, 50-70 ans, en prévention primaire, avec de multiples facteurs de risque, c'est une statine avec une particularité intensité élevée. Ça veut dire que vous allez un peu plus fort chez ces patients parce qu'ils ont spécialement plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire. Toujours en prévention primaire, lorsque vous utilisez des tableaux, plusieurs tableaux de calcul du risque cardiovasculaire, Framingham, mais aussi le score européen qui a été validé aussi pour la population algérienne. Lorsque vous utilisez ces tableaux et lorsque vous trouvez un risque cardiovasculaire, un risque de pathologie cardiovasculaire à plus de 20% au plus, il est raisonnable d'associer deux antilipémiants, à savoir donc une statine, mais un deuxième médicament, l'ézitimib, qui est disponible chez nous et qui permet de réduire le LDL cholestérol de 50%, voire plus. Cette association est assez puissante pour réduire le LDL cholestérol de plus de 50%. Donc, si vous calculez le risque, si vous utilisez les tablettes, surtout le score qui est adapté à notre population, le risque est très important parce qu'il a plusieurs facteurs de risque. Il est en plus d'être âgé, il est âgé de 60 ans, il est dyslipidémique, il est hypertendu en plus de son diabète, il est fumeur, il est sédentaire, peut-être qu'il a des antécédents familiaux de pathologies cardiovasculaires récentes, à un âge jeune, et donc l'association est
est possible, est indiquée, elle est raisonnable d'associer l'ézitimib à une statine pour diminuer de 50% le LDL, cholestérol, voire plus. Donc, c'était la prévention primaire chez le patient diabétique. Vous avez vu que c'est un peu l'âge, sujet jeune, sujet âgé, 40 ans, 50 ans, sujet jeune avec des facteurs de risque cardiovasculaire, sujet jeune sans facteur de risque cardiovasculaire. C'est à vous de voir le patient, sujet, quel que soit son âge, mais avec un risque élevé que vous avez calculé, votre conduite sera différente et c'est toujours laissé à l'appréciation du médecin prescripteur bien sûr, en se guidant par ces différentes recommandations. Ce n'est pas spécifique à l'ADA, mais c'est d'une manière générale, les recommandations sont là pour nous guider dans notre pratique courante, mais c'est nous qui sommes en face de notre patient et c'est à nous de juger parce qu'il y a tout un contexte à évaluer. La deuxième partie des recommandations de l'ADA, que je vous invite encore une fois à consulter, c'est très lent et ce sont les recommandations, donc c'est le résumé, c'est la sève de ces recommandations qui sont très longues. Alors, en matière de prévention secondaire, ça veut dire que vous êtes en face d'un patient diabétique qui a déjà fait une coronaropathie, soit un syndrome coronarien aigu carrément, hein, donc un infarctus du myocarde, soit des douleurs coronariennes, vous faites des ECG, vous trouvez donc des pathologies variables, soit qu'il a fait un accident ischémique transitoire, soit un suivi diabétique que vous voyez c'est fréquent au moment du diagnostic du diabète, on diagnostique aussi un accident vasculaire cérébral ou bien un patient avec une artériopathie oblitérante inférieure. Et dans cette situation, bien sûr, donc vous devez avoir donc des examens complémentaires pour confirmer cette atteinte périphérique des membres inférieurs, par exemple. Mais aussi pour ce qui est des carotides, des artères à destination cérébrale. Donc, des examens complémentaires sont là pour vous aider à mieux étayer votre diagnostic. Alors, pour les patients en prévention secondaire, c'est des patients qui ont déjà fait un événement cardiovasculaire, quel que soit l'âge du patient, un patient qui a fait des événements donc cardiovasculaires, donc une statine d'intensité élevée, en plus bien sûr des modifications du style de vie, ça ne suffit pas à elle seule, donc la thérapeutique médicamenteuse, c'est une recommandation de grade A. Quel que soit l'âge de votre patient, s'il a fait un événement cardiovasculaire, il doit bénéficier d'une statine d'intensité élevée, en plus des modifications du style de vie. En prévention secondaire, chez les patients, donc avec un risque élevé, vous avez utilisé des scores, etc. Le LDL cholestérol supérieur à 70 mg, vous devez utiliser donc une statine à la dose maximale dont le but est de diminuer donc bien sûr ce LDL cholestérol. Et bien sûr, vous allez considérer, vous voyez que la tendance actuelle, c'est la bithérapie. Vous devez considérer une association, l'ézitimib tout à l'heure, qui était raisonnable d'être associée. Maintenant, elle est recommandée, c'est une recommandation de classe A, comme vous le voyez, l'ézitimib, ou bien une nouvelle molécule, les anti-PCSK9. Ils ne sont pas disponibles chez nous et surtout, c'est des molécules très chères et l'ézitimib est préféré à cause de, bien sûr, en raison de son coût qui est plus bas par rapport aux inhibiteurs des PCSK9, des nouveaux médicaments, des médicaments nouveaux plutôt,
assez cher. C'est vrai que c'est une innovation thérapeutique, mais ça reste cher et même ailleurs, hein, ça reste cher. Alors, pour les patients qui ne tolèrent pas les statines à forte dose, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit donner des statines toujours à la dose maximale tolérée parce qu'il y a des effets pléotropes, des effets en dehors de cette diminution du taux de LDL qu'on devrait et qu'on voudrait que le patient bénéficie de ces effets pléotropes décrits pour notamment leur action anti-inflammatoire sur les vaisseaux, décrite et connue qui a été prouvée pour cette classe thérapeutique. Alors, en prévention, on est toujours en prévention secondaire pour les sujets âgés, la question qui revient fréquemment, le sujet âgé. Alors, pour l'ADA 2021, c'est pratiquement la même chose qu'avant, l'ADA 2020 et 2019. Sujet de plus de 75 ans que vous avez déjà, depuis des années, que vous avez déjà mis sous statine. Il a bien toléré ces statines. Il est raisonnable de continuer le traitement après cet âge. Un traitement bien toléré, lorsque le sujet atteint l'âge de 75 ans, on continue le traitement sans aucun problème puisqu'il est bien toléré. Cependant, la question se pose chez les sujets après 75 ans, lorsqu'on veut initier un traitement par les statines, c'est encore laissé à l'évaluation du médecin et c'est une discussion. C'est une discussion par rapport aux bénéfices, par rapport au potentiel risque de ces statines et les bénéfices après l'âge de 75 ans, pardon. C'est à vous de voir, c'est à vous d'évaluer. C'est à vous d'évaluer donc avec le patient, c'est une discussion avec le patient, d'évaluer le bénéfice et les risques de cette classe thérapeutique. Bien sûr, il est rappelé dans ces recommandations qui sont toujours contre-indiquées chez la femme enceinte. Il y a eu des études, il y a eu plutôt donc une confirmation des choses qu'on connaissait avant. Alors, la dyslipidémie chez le diabétique, des statines d'intensité modérée, des statines d'intensité élevée, des statines d'intensité élevée. En réalité, les médicaments sont classés en fonction de leur pouvoir de diminuer le taux de LDL cholestérol. Et comme vous le voyez à votre gauche, lorsque ces médicaments diminuent de plus de 50% le taux de LDL, vous avez un LDL par exemple à 2 grammes, si vous voulez le diminuer à 1 gramme, voire moins, vous devez utiliser une statine d'intensité élevée. Une statine d'intensité élevée à votre gauche, c'est l'atorvastatine 40, c'est l'atorvastatine 80, c'est la rosuvastatine 20, c'est la rosuvastatine 40 mg. Vous pouvez espérer une diminution de plus de 50% en utilisant ces médicaments. Ces médicaments sont utilisés, bien sûr, dans des cas, on l'a vu tout à l'heure, sujet en fonction de l'âge, en fonction du risque cardiovasculaire en prévention primaire et en prévention secondaire. Donc, ils sont utilisés, bien sûr, chez tous les patients, quel que soit l'âge. De l'autre côté, à votre droite, lorsque vous voulez diminuer le taux de LDL cholestérol entre 30 et 49%, vous avez un taux à 1,40, vous pouvez espérer une diminution à 80 mg par exemple, à 90, voire même 75 mg. Vous pouvez utiliser les statines d'intensité modérée. Une statine d'intensité modérée, vous ne pouvez pas attendre une diminution de plus de 50%. C'est l'atorvastatine 10 mg, c'est l'atorvastatine 20 mg, c'est la rosuvastatine 5 mg, c'est la rosuvastatine 10 mg, c'est la Simva 20 mg et 40, la Prava 40 et 80, pratiquement la liste de tous les
toutes les statines. Donc, c'est assez simple hein, de les garder puisque vous devez vous rappeler que l'intensité élevée, c'est la Torva 40 et 80 et la Rosuva 20 et 40. Le reste, c'est une diminution entre 30 et 49% au maximum. Alors, pour ce qui est du traitement de l'autre dyslipidémie qui est fréquemment associée au diabète, la dyslipidémie de type hypertriglycéridémie, les choses sont assez simples, comme vous le voyez. Pour les patients, donc, avec une hypertriglycéridémie supérieure à 5 grammes, le risque, c'est surtout le risque pancréatique. Le risque n'est pas cardiovasculaire, il est pancréatique. Cette élévation, donc, doit nous inciter à rechercher une hypertriglycéridémie secondaire. Les hypertriglycéridémies secondaires, généralement, c'est les insuffisances hépatiques, c'est les insuffisances rénales, c'est les hypothyroïdies. Donc, il faudra rechercher ces aspects. L'alcoolisme, donc l'éthylisme, si vous voulez, chronique. Donc, il faut lutter contre ça. Et surtout, comme vous le voyez, rechercher les médicaments éventuellement qui pourraient, donc, au conditionnel, augmenter le taux de triglycérides parce que le traitement, il va passer par le traitement de ces causes, les causes secondaires, avant de prescrire des médicaments. Alors, quels sont les médicaments donc, que vous utilisez fréquemment? Probablement, c'est les corticoïdes. Il y a aussi des traitements antirétroviraux qui augmentent. Il y a aussi la contraception, notamment donc les œstrogènes, donc, qui peuvent éventuellement augmenter le taux de triglycérides. Il faut les rechercher, ces causes, pour les prendre en charge et ça peut régler le problème des patients. Sinon, vous allez prescrire des médicaments. Et je vous le rappelle, le risque à partir de 5 grammes, le risque de l'hypertriglycéridémie, c'est la pancréatite et ce n'est pas le risque cardiovasculaire. Alors, pour la majorité des patients avec une hypertriglycéridémie dite modérée, entre 1,75 et 5 grammes, 4,99, donc 1,75 et 4,99, le médecin doit accentuer donc son action, si vous voulez, sur les facteurs du style de vie qui peuvent être pris en charge et qui contribuent à cette hypertriglycéridémie, notamment donc l'obésité, mais surtout le syndrome métabolique, la prise en charge du syndrome métabolique et de l'obésité. Les facteurs, donc un équilibre du diabète permet de réduire, vous le savez, on le répète depuis longtemps, équilibrer d'abord le diabète, ça permet de régler les 2 grammes, les 3 grammes, même les 4 grammes de triglycérides, l'insuffisance hépatique, donc les pathologies plutôt hépatiques chroniques, l'insuffisance rénale aussi, donc les causes secondaires, le syndrome néphrotique et l'hypothyroïdie peuvent être, donc en prenant en charge ces pathologies, il y a une réduction importante donc du taux de triglycérides et bien sûr les médicaments qui peuvent augmenter, on les avait déjà évoqués, notamment donc les corticoïdes et la contraception. Chez les patients sidérés, bien sûr, les antirétroviraux donc peuvent augmenter le taux de triglycérides. Il faudra les rechercher à l'interrogatoire, donc à chaque fois que vous avez des hypertriglycéridémies, et bien sûr lutter contre un éthylisme chronique. Pour les patients donc avec une pathologie cardiovasculaire ou bien beaucoup de facteurs cardiovasculaires que vous avez bien contrôlé avec le LDL, vous avez contrôlé le LDL avec une statine, donc ça ne vous pose plus de problème, mais des triglycérides qui restent élevés. Il y a eu de nouvelles molécules, c'est vrai, ça n'existe pas encore chez nous, mais ça va venir. L'icosapent éthyl qui a été évalué probablement dans une étude que vous connaissez, donc Reduce-It, donc qui a été évalué. Et l'association de ce nouveau médicament, donc une étude française bien connue, avait montré que 4 grammes associés donc de ce médicament associé à une statine permet de réduire de manière considérable
les événements cardiovasculaires. C'est une étude assez récente et c'est pour cette raison que ces médicaments ont été introduits dans les nouvelles recommandations. Les nouvelles recommandations de l'ADA aussi. Donc, c'est une recommandation de classe A, pratiquement plus de 8000 malades qui ont été suivis. Une statine plus ce nouveau médicament, l'icosapent éthyle, donc a permis de réduire de manière significative les événements cardiovasculaires et donc on attend avec impatience ce médicament chez nous. Alors, l'association, donc la question qui revient, d'ailleurs je pense qu'elle a été posée tout à l'heure, statine plus fibrate, est-ce que ça améliore le risque cardiovasculaire? Pratiquement tous les travaux récents, c'est une recommandation de classe A, hein, donc tous les travaux récents ont montré que associer statine et fibrate n'avait pas d'intérêt sur le plan cardiovasculaire et surtout, comme vous le voyez, et d'une manière générale, elle n'est pas recommandée. Not recommended. Donc, j'ai vu tout à l'heure peut-être une question à ce sujet, association statine-fibrate chez ces patients, elle n'est pas recommandée et surtout, elle n'améliore en rien du tout le pronostic cardiovasculaire. Alors, l'association aussi, on en parlait depuis des années, statine plus niacine. Niacine, c'est la vitamine B3 qui a été associée à des statines. C'était le traitement, c'est la vitamine PP, vitamine B3, la vitamine PP dans le traitement de la pellagra. Elle a été associée, elle a été testée dans plusieurs études pour voir, par exemple, donc son intérêt dans la réduction des événements cardiovasculaires. Et comme vous le voyez, aucune amélioration n'a été notée par rapport à l'utilisation d'une statine seule. Et c'est pour cette raison, comme vous le voyez, le risque plutôt dans la population qui a associé statine et niacine faisait plus d'AVC, comme vous le voyez, et elle aussi, sur recommandation de classe A, généralement, non, comme vous le not recommanded, donc elle n'est pas recommandée. Alors, on termine cette présentation en disant que après une période particulière où on avait un peu délaissé les maladies chroniques, il y a eu des complications. Donc, maintenant, on commence à voir de plus en plus de sujets compliqués. On le voit dans les hospitalisations qu'on fait tous les jours. Il est grand temps donc de revenir à notre pratique habituelle. C'est un problème qui s'est posé ailleurs, hein, même en France, même dans les pays les plus développés. On doit revenir aux patients, la réévaluation de nos patients, l'actualisation de nos connaissances, l'actualisation de nos pratiques. C'est primordial. La dyslipidémie associée au diabète, non associée au diabète, avec les conséquences dramatiques, donc la mort et les coronaropathies, les accidents vasculaires cérébraux, etc., doivent être traités, doivent être prévenus. C'est ce qu'on appelle de la prévention primaire, notamment chez le patient diabétique, et bien sûr, faire de la prévention secondaire. Et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Alors, donc on va essayer de voir donc quelques questions. Voilà, nous allons commencer les questions. Je pense que vous avez répondu déjà à une. Oui, je l'ai vu au début. Oui, c'est vrai. Oui. Donc, nous avons là une question. S'il vous plaît, est-ce que les statines, vu leur danger, peut-on donner 3 fois par semaine les statines, vu leur danger, par indication? Oui. Alors, je n'ai pas vu la question. Alors, est-ce qu'on peut donner les statines de manière intermittente, un jour sur deux, 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, par exemple, hein? Alors, c'est un protocole qui n'existe pas, malheureusement. Donc, mais
on avait évoqué tout à l'heure, en fonction de la tolérance, si vous pensez donc que tous les jours, ce médicament n'est pas toléré, si vous pensez que la prescription, donc tous les jours, n'est pas tolérée, parce que vous avez des preuves, hein, parce que vous avez des… Ça s'entrecoupe. Oui, ça se coupe, hein, ça se coupe, je m'en excuse, hein, ça se coupe. Non, non, on vous Ah, entend très bien, professeur. Ah, très bien. Donc, si vous pensez que c'est un patient qui ne tolère pas, vous avez donc quelque chose, vous avez la preuve. Donc, est-ce que je peux diminuer la dose? Oui. Donc, on prescrit la dose la moins faible tolérée. Est-ce que je peux prescrire un jour sur deux? Oui, pour les patients qui ne tolèrent pas. Vous pouvez le faire. C'est à vous donc d'évaluer régulièrement votre patient et la tolérance de votre patient. Oui, oui, Adel. Question, professeur. Donc, pour l'hypertriglycéridémie, vaut mieux prescrire une statine ou bien les fibrates? Alors, pour ce qui est des hypertriglycéridémies, à partir de 5 grammes, le risque il est pancréatique. À partir de 5 grammes, le risque il est pancréatique. Et c'est pratiquement la seule situation où on prescrit des fibrates. Sinon, pour le reste, c'est en fonction, c'est des statines et c'est en fonction des taux de LDL. Donc, vous avez probablement l'arbre décisionnel, je l'ai, je pense. Elle est ancienne, hein? Elle est ancienne parce que je m'attendais à cette question. Elle est ancienne, c'est un consensus de la Société française d'endocrinologie, la Société française de diabétologie et la nouvelle Société française de l'athérosclérose. Vous voyez que la seule condition, donc supérieure à 5 en haut, c'est la seule situation où vous prescrivez directement une fibrate. Sinon, dans les autres situations à 4 grammes, à 3 grammes, vous devez évaluer le taux de LDL. Est-ce qu'il est à l'objectif? Est-ce qu'il n'est pas à l'objectif? Est-ce qu'il est s'il n'est pas à l'objectif, c'est une statine. Ça veut dire qu'à 3 grammes de triglycérides avec des LDL élevés, c'est une statine que vous prescrivez. Et puis, vous allez associer, comme vous le voyez à votre gauche, de l'ézitimib. C'est une plaque qui va être actualisée en principe en 2021. Elle date déjà de quelques années. Je vous dis par exemple à votre droite, c'est une fibrate que vous prescrivez pour diminuer le taux de LDL, de triglycérides à des chiffres inférieurs à 5 grammes. Et puis, vous regardez encore une fois le taux de LDL. S'il est à l'objectif, vous ne faites rien du tout, donc vous continuez votre fibrate, mais si le LDL n'est pas à l'objectif, donc c'est une statine que vous allez prescrire. C'est vrai que dans ces situations, vous allez voir que c'est une association statine et fibrate dans certaines situations, mais c'est du ressort du spécialiste. Des choses vont être revues, ça date de plus de 3-4 années, et juste pour vous dire que c'est toujours une statine, sauf lorsque vous avez des taux supérieurs à 5 grammes. Dans ces situations, c'est une fibrate. Et le risque, c'est la pancréatite. Hein, la pancréatite aiguë, ce n'est pas le risque cardiovasculaire qui va vous inquiéter dans cette situation. Très bien, merci professeur. Une autre question, professeur. Est-ce qu'on peut associer deux statines? Il n'y a aucune raison pour associer. Il y a aucune raison pour associer du statine. Ça, à ma connaissance, ça n'existe pas. Hein, ça n'a jamais. Je ne pense pas que ça peut exister. C'est une statine et on a des statines d'intensité élevée, d'intensité forte, si vous voulez, et on augmente les doses en titre et on augmente les doses, mais associer deux statines, je pense que je ne pense pas que c'est raisonnable. Très bien. Une autre question. Est-ce que l'arrêt des statines peut-il déstabiliser les plaques d'athérosclérose, plaques d'athérome et provoquer un AVC? Oui. Alors, c'est vrai que vous avez eu beaucoup de lectures par rapport à ça, c'est vrai.
Des choses ont été écrites, ont été publiées dans ce sens, mais je pense que des preuves plus tangibles, plus formelles sont nécessaires pour dire que l'arrêt brutal d'une statine pourrait déstabiliser une plaque. Ce n'est pas encore bien établi, mais ça a été discuté, c'est vrai. Plusieurs auteurs ont évoqué cet aspect particulier. Très bien. Il y a une autre question, la professeure, de Dr Boudoumi Amal, qui veut des précisions. Pourquoi cette large prescription des atorvastatines, alors que les études sur les statines sont faites sur la pravastatine? Une large Une large prescription de l'atorvastatine par Oui, rapport aux autres statines. l'atorvastatine, oui. L'atorvastatine est la molécule la plus prescrite au monde, c'est vrai, mais l'atorvastatine a bénéficié d'un nombre considérable d'études. Hein. Je ne vois pas pourquoi vous pensez que l'atorvastatine n'a pas d'études. Hein. Non, non, il y a beaucoup d'études par rapport à ça, et c'est pour cette raison peut-être que c'est une molécule assez ancienne et c'est la plus prescrite au monde. C'est la plus prescrite au monde. Oui. Très bien. Je ne sais pas, peut-être que oui, il faudra revoir. Il y a beaucoup d'études. Hein. Je peux vous donner mon email, je peux vous envoyer quelques études par rapport à l'atorvastatine, ce qui ne diminue au moins, hein, qui ne diminue pas les études qui ont été faites avec la Prava et la rosuvastatine, les autres statines aussi. Hein. Une autre question, professeur. Faut-il faire un bilan thyroïdien avant la prescription des statines? Non, non. Dans les recommandations, donc, il n'y a pas de bilan thyroïdien. Il n'y a pas de bilan thyroïdien avant de prescrire une statine. Lorsque vous suspectez, bien sûr, c'est évident, lorsque vous suspectez une hypothyroïdie, parce que vous avez les signes de l'hypothyroïdie, vous devez faire le bilan thyroïdien. Mais un bilan thyroïdien systématique, non, non, non. Non, c'est à vous de voir. Hein. C'est à vous de voir en fonction de votre patient. D'ailleurs, la même chose pour les autres. Hein. Les autres situations à risque. Lorsque vous suspectez des choses, vous ne devez pas prescrire des médicaments, une myopathie par exemple. Vous ne devez pas prescrire de médicaments avant de faire le bilan avant la prescription. Ouais. On parle surtout du bilan hépatique. Le bilan hépatique, dans les recommandations de l'HAS, par exemple, c'est le seul bilan à faire avant la prescription de statine. Le bilan donc recommandé par l'HAS, dernière, qui date de quelques années. Je pense qu'il va être actualisé actuellement. Et il est recommandé de refaire le bilan 8 semaines, le bilan hépatique, je parle bien du bilan hépatique, 8 semaines après la prescription d'une statine, après les modifications des doses d'une statine, 8 semaines, on contrôle le bilan hépatique. C'est le seul bilan qui a été évoqué, systématique, je dis bien systématique, parce que des bilans sont faits en fonction de votre évaluation du patient. Très bien, merci professeur. Il y a Dr Ahmed aussi qui peut-être veut avoir plus une clarification concernant quand le triglycéride est supérieur à 5 et l'LDL est élevé, est-ce qu'on choisit une statine ou les fibrates? Alors, c'est exceptionnel d'avoir des choses très élevées, mais en tous les cas, triglycérides supérieurs à 5 grammes, c'est des fibrates qu'il faudra prescrire parce que je l'ai dit tout à l'heure, le risque il est pancréatique, il est urgent et c'est des fibrates qu'il faudra prescrire. Et puis, vous allez évaluer votre patient en fonction donc du taux de LDL. Si vous avez des taux de LDL élevés, des triglycérides qui restent élevés, dans les anciennes recommandations, comme vous l'aviez, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est des associations. En tous les cas, je pense que ça va être actualisé
parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts par rapport à l'association fibrate et statine. Donc, c'est des fibrates à votre question. La réponse est c'est des fibrates à prescrire en première intention chez les patients. Et je vous rappelle que votre souci sera la pancréatite et pas le risque cardiovasculaire. Le risque cardiovasculaire, il est hypothétique et à long terme. À long terme, donc, il peut survenir à n'importe quel moment, c'est vrai. Mais le plus urgent, l'aigu, c'est la pancréatite que vous devez prévenir. Très bien. On a une autre question. Quelle est la conduite à tenir devant un patient à très haut risque qui présente un taux d'LDL de 0,28 g par litre sous statine? Alors, le taux de LDL, en réalité, ce qui est nouveau, ça ne date pas de 2021, ce qui est nouveau depuis 2 années, le taux de LDL bas est protecteur. Des taux de LDL ont été atteints, même des 0,28 ont été atteints avec des associations d'anti-PCSK9, notamment dans les études qui ont été faites avec les anti-PCSK9. Et je vous dis que le patient sous statine, avec un taux de LDL à 0,28, ça veut dire que vous avez été efficace et que vous avez protégé au maximum votre patient. Je pense que c'est un objectif qui est très difficile à atteindre et votre patient, votre conduite a été la meilleure. Je pense que c'est avec de l'atorvastatine, puisque c'est la molécule la plus puissante par rapport à la Prava qui a été évoquée tout à l'heure, la plus puissante à côté de la rosuvastatine. Donc, c'est les molécules les plus puissantes. Vous avez atteint des 0,28, donc félicitations et bravo, parce qu'il faut le faire, hein, il faut le faire. Et dans ces situations, vous pouvez être tranquille, j'allais dire, par rapport à la prévention cardiovasculaire chez votre patient, parce que vous lui avez offert ce qui se fait de mieux, c'est-à-dire atteindre des taux de LDL les plus bas. Et c'est l'état des connaissances actuelles où les taux les plus bas sont les mieux protecteurs. On verra plus tard qu'est-ce qui peut se dire aussi en matière de dyslipidémie. Parce que, comme vous le savez, il y a eu beaucoup de polémiques, notamment avant 2016, beaucoup de polémiques autour des statines, mais avec la méta-analyse de 2016, il y avait donc un bénéfice, une méta-analyse qui a été neutre, hein, des experts de différents pays neutres qui ont analysé toutes les données qui ont été publiées par rapport aux statines, toutes les statines d'une manière générale, et les bénéfices étaient évidents. Nous avons une autre question, professeur, de Dr Messoudi Fatiha de Batna. Peut-on traiter la dyslipidémie familiale avec des triglycérides à 3 ou 4 grammes par litre? Une dyslipidémie familiale avec des triglycérides à 3. À 3 ou à 4 grammes par litre. La question, peut-on traiter, c'est ça? Voilà. Est-ce qu'on peut traiter? Bien sûr qu'on doit traiter. Peut-être que je n'ai pas compris, mais bien sûr qu'on doit traiter une dyslipidémie familiale, bien sûr. Il y a des dyslipidémies, c'est vrai. Dyslipidémie familiale, il y a plusieurs types à la kulihal. Et il y a des hypertriglycéridémies. Et donc isolées, je pense. Elle évoque ces aspects. Et bien sûr que vous devez traiter. Alors, la question, avec quel médicament, hein, c'est la question. Oui, je pense que nous allons prendre une dernière question, professeur. Oui. Donc, par rapport le risque de pancréatite aiguë est plus élevé avec les fibrates qu'avec les statines. C'est une question.
Le risque de pancréatite est plus élevé avec les fibrates. Ou bien les statines. D'accord. Donc, une hypertriglycéridémie, le risque, donc une hypertriglycéridémie, le risque de pancréatite à partir de 5 grammes, le risque de pancréatite est réel. Le traitement, donc, en plus d'avoir éliminé donc, les causes secondaires, notamment une intoxication éthylique, notamment équilibrer rapidement un diabète, notamment donc un syndrome néphrotique qu'il faudra prendre en charge, notamment des médicaments, les corticoïdes, les contraceptifs, les antirétroviraux. Il faudra intervenir et ça sera des fibrates en première intention et pas des statines. Très bien, professeur. Merci beaucoup. Alors, c'est moi qui vous remercie. Je pense que nous avons traité la majorité des questions. S'il y a aussi d'autres questions que nous allons, Inch'Allah, organiser une autre séance, un nouveau webinaire avec qui aura peut-être pour thème de la dyslipidémie aussi. Nous allons évoquer du diabète. Voilà. Nous allons essayer, Inch'Allah, de répondre dans les prochaines séances à toutes les questions. Donc, je vous remercie, professeur, encore une fois. Je vous laisse le mot de la fin. Oui, merci beaucoup. Merci à vous, au laboratoire Infamedis, d'avoir organisé cet événement virtuel. Mais des événements présentiels sont prévus. C'est le contact humain, les échanges sont meilleurs, sont plus importants, sont plus intenses en présentiel. Merci au laboratoire Infamedis qui va organiser durant le mois de mars et aussi le mois d'avril et le mois de mai des événements en présentiel parce qu'ils sont autorisés. Aujourd'hui, donc, comme vous l'aviez vu, il y a eu moins de cas, 94 cas d'infection Covid. Moi, je suis très content et j'espère vous revoir en présentiel prochainement. Beaucoup de questions qui témoignent de l'intérêt que vous portez à ce sujet et surtout la pertinence du sujet, surtout donc les différentes choses qui se disent, les publications qui ont été faites ces dernières années. On aura l'occasion probablement donc d'en discuter de vive voix par rapport à ces aspects. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, professeur Yatak Saha. Donc, comme vous l'avez signalé, nous sommes actuellement en train d'organiser des webinaires et aussi des événements présentiels. Donc, l'ensemble de notre force de vente vont venir vous visiter, nos visiteurs médicaux, et vont vous tenir informés du déroulement de nos prochains événements en présentiel et en virtuel, bien sûr. Donc, je vous dis à la prochaine et restez branchés avec nous sur notre chaîne YouTube, là où vous verrez la rediffusion de l'intégralité du webinaire et aussi au niveau de nos réseaux sociaux. Donc, nous allons faire la rediffusion, nous allons publier la rediffusion du webinaire dans les prochains jours. Je vous dis bonne soirée et à la prochaine. Merci.